Alors, des professeurs, hein, donc si on part de plus petites classes aux plus grandes classes, bon, il y a professeurs des écoles, professeurs des collèges-lycées, professeurs d'université. Donc moi, je vais principalement parler de devenir professeur des écoles, de collèges et lycées. Bon, et pas nécessairement professeur d'université, mais je vais quand même commencer par ça pour vous dire un peu, parce que c'est souvent une question qui se pose, hein, c'est comment on enseigne à l'université. Donc pour enseigner à l'université, eh bien, il faut faire un cursus universitaire qui correspond à une thèse. Hein, donc une thèse, c'est un doctorat, ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'on fait une licence, 3 ans, on fait un master, 2 ans de plus, et après une thèse, c'est 3 ans de travail, de recherche, avec un directeur de recherche, et donc à Bac plus 8, alors évidemment ça paraît très long, mais voilà, pour être enseignant à l'université, il faut faire ce cursus universitaire. Donc si vous voulez, pour être prof de maths par exemple, eh bien, il faut faire une licence de maths, un master de maths, ensuite vous faites un master de mathématiques, et ensuite eh bien, vous postulez pour devenir enseignant à l'université, ici, partout en France ou à l'étranger, parce qu'évidemment, lorsque l'on fait de la recherche, eh bien c'est un cadre plus international qui existe plutôt qu'un cadre local. Voilà, donc ça c'est pour la question, donc comment devient-on professeur à l'université. Alors maintenant pour le reste, donc cette école supérieure du professorat et de l'éducation, c'est donc l'école qui regroupe toutes les formations qui permettent de devenir enseignant au niveau d'une académie. Donc il existe celle de Montpellier, donc le monsieur disait que je venais de Montpellier, mais de fait, cette école, elle est dans toute l'académie, hein, elle est présente à Nîmes, par exemple, hein, puisque vous n'en êtes pas très loin, donc elle est délocalisée sur toute l'académie, et à côté, hein, parce que vous n'êtes pas loin non plus, il y a une école supérieure du professorat de l'éducation à Marseille, hein, qui a aussi donc une annexe à Avignon. Voilà. Donc des écoles supérieures du professorat de l'éducation, donc c'est quelque chose de récent, hein, puisque ça a été créé par le gouvernement il y a 18 mois, hein, c'est ce qui regroupe toutes les compétences au niveau de l'académie pour former des enseignants. Alors justement, hein, qu'est-ce qu'il faut pour former un enseignant? Là encore, je prends l'exemple du prof de maths, évidemment qu'il soit donc compétent en mathématiques. Mais si on vous met comme prof de maths un petit génie en mathématiques ou une petite génie en mathématiques, bon, ce ne sera pas nécessairement un bon professeur. Puisque pour pouvoir être un bon enseignant, ben, il faut avoir cette faculté de pouvoir communiquer. Donc, c'est-à-dire de se mettre aussi à la place de celui qui apprend. Il faut aussi, ben, vous savez, hein, savoir gérer sa classe, rendre intéressant la matière que l'on enseigne, et aussi accompagner les élèves hein, en fonction de leur niveau. Voilà, donc vous voyez que les compétences de devenir par exemple professeur de mathématiques, c'est pas uniquement d'être bon en maths, c'est bien le métier de prof, c'est un travail évidemment de relation avec donc, des élèves pour parvenir donc à transmettre un savoir. Donc c'est toutes ces compétences que le futur enseignant doit donc acquérir. Alors, actuellement, donc, pour être professeur, il faut donc avoir un diplôme qui est un master, c'est-à-dire un bac plus 5. Et partout en France, le master qui a été construit pour devenir professeur s'appelle métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et le sigle, c'est MEF. Donc là, à nouveau, vous en avez un à Marseille, dans l'Académie de Marseille, vous en avez un à l'Académie de Montpellier, il y en a un par académie qui sont toujours portés par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Voilà, alors donc là, l'école que je dirige, eh bien, elle est délocalisée sur toute la région. Donc si on part d'ici, eh bien, il y a un site à Nîmes dans lequel on prépare principalement le professorat d'école, professeur d'instituteur, et également le CAPET, donc pour être prof d'art appliqué. Donc ça se fait à l'université de Nîmes. Ensuite, vous avez bien à Montpellier, où il y avait donc un grand nombre de formations qui sont proposées et elles seront décrites plus tard. Il y a Mende-Carcassonne, c'est pour devenir professeur des écoles, et Perpignan, donc il y a aussi donc, des formations qui sont proposées. Voilà, donc l'école que je représente, eh bien, fédère tout ce qui se passe en région.
Et ce qui se passe à Montpellier, à Perpignan, c'est la même chose lorsque c'est la même discipline qui est enseignée. Donc, pour réussir à faire ça, eh bien, il y a des acteurs, les enseignants, et j'en suis un, eh bien, on est des enseignants d'une université. Les 4 universités de la région, donc il y en a 2 sur Montpellier, l'université de Nîmes et l'université de Perpignan. Et donc ce sont des enseignants de ces 4 universités qui travaillent pour le compte de cette école pour former les enseignants. Alors quelques chiffres. Il y a cette année, donc pour les 2 années de master, 3000 étudiants qui préparent donc le métier d'enseignant, qui sont délocalisés dans donc, les 5 sites, puisque c'est délocalisé dans les 5 chefs-lieux de département. Alors les débouchés, c'est évidemment le métier d'enseignant. Et après, tous les métiers qui peuvent, si on ne réussit pas à être enseignant, tous les métiers qui nécessitent justement cette capacité de savoir communiquer, donc clairement. Alors, actuellement, donc, il y a donc, un nombre de postes d'enseignants qui est important. Et ce qui est prévu, c'est que, étant donné qu'il y a toute une classe d'âge d'enseignants assez importante qui va partir à la retraite dans les 10 ans, que quand vous arriverez, vous, donc en master, eh bien, il restera encore une demande importante de recruter des enseignants. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui, mais ça sera sûrement pareil dans 5 ans, on manque actuellement d'enseignants, d'étudiants bien formés pour devenir, par exemple, prof de maths, prof de français, prof d'anglais, prof d'allemand. Voilà, donc c'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas assez de candidats formés. Il y a des candidats, n'importe quelle personne, moi qui suis chimiste, je peux très bien être candidat pour être prof de lettres. Bon, simplement, je n'aurai pas le concours parce que je n'ai pas les compétences. Donc ce qu'il faut, c'est évidemment des étudiants qui sont préparés à ce métier, et je vous ai dit, ce métier, c'est la facette, je maîtrise bien la discipline, je sais donc transmettre le savoir, et je sais aussi gérer un groupe. Pour être professeur des écoles, le spectre est plus large. Le professeur des écoles, il enseigne tout. Et donc, il faut d'abord, il y a les 2 fondamentaux de l'école, et ça se transcrit dans le concours, c'est le français et les maths. Si on veut être professeur des écoles, il ne faut être, comme je le dis souvent, ni fâché avec l'un, ni fâché avec l'autre. Puisque vous aurez, si vous êtes professeur des écoles, la mission de transmettre déjà ces 2 savoirs fondamentaux qui sont savoirs donc, concernant le français et les maths. Mais le professeur des écoles, ce n'est pas que ça. C'est l'histoire-géographie, c'est les sciences, c'est l'ouverture et l'éveil à toutes les disciplines. Et donc, il y a donc nécessité, pour devenir professeur des écoles, à avoir une polyvalence qui est très grande. Et le master qui prépare à devenir professeur des écoles va justement proposer donc un spectre très large. Voilà, donc il faut savoir que le métier d'enseignant, ça se prépare, et ça se prépare, je vais vous le montrer relativement tôt, c'est-à-dire que dès la licence, c'est-à-dire dès que vous rentrez à l'université, eh bien il faut, si c'est l'une de vos options de carrière, eh bien donc avoir l'idée qu'en effet, le métier d'enseignement, ça se prépare, et bon, les chiffres que je vous montre, ce sont des chiffres qui vous montrent qu'en effet, actuellement, et ça sera pareil dans quelques années, quand vous serez sur, donc, en néo-master, eh bien, il y a des époques où, par exemple, professeur d'EPS. Souvent, on pense que le professeur d'EPS, c'est très difficile. C'était vrai il y a 10 ans. Actuellement, c'est un concours donc, qui est plutôt... alors, on ne peut pas dire facile, parce qu'un concours, c'est toujours exigeant. Et lorsque le jury n'est pas content des candidats, il ne pourvoit pas le nombre de postes. Mais c'est un concours qui est totalement accessible si on suit le bon cursus. Donc, le message que je peux vous porter aujourd'hui, c'est que tous les concours d'enseignement sont accessibles. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas un blocage dû au nombre de candidats pharaoniques, ils sont tous accessibles, mais exigeants. C'est-à-dire qu'en effet, ce sont des concours qui nécessitent des compétences multiples. Alors justement, pour donner quelques chiffres des résultats de nos étudiants qui passent les concours. Donc dans mon SP, il y a donc des étudiants qui préparent le concours pour devenir professeur des écoles, et d'autres qui passent le concours pour devenir professeur de collège et lycée. Alors, pour le professorat des écoles, la particularité, c'est que vous candidatez dans une académie.
C'est-à-dire, bon, vous préparez vos études par exemple à Nîmes, ou à Avignon si vous préférez. Donc là, vous préparez le concours. Et après, vous devez choisir soit de candidater dans l'Académie de Marseille, soit dans celle de Montpellier, soit de celle de Lille, soit celle de Créteil. Voilà, vous choisissez. Actuellement, il n'est pas rendu possible de pouvoir candidater le même jour à 2 académies. Peut-être que quand vous passerez, ça sera rendu possible et ça serait bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, c'est un concours académique, c'est-à-dire vous candidatez dans une académie et ensuite vous êtes sûr de rester dans cette académie. Alors, évidemment, vous me direz, c'est super, comme ça, je candidate dans Languedoc-Roussillon ou, si vous n'êtes pas loin dans la région d'à côté, je suis sûr de rester dans cette région. Donc c'est vrai. Mais la conséquence, c'est qu'évidemment, vous n'êtes pas les seuls à faire ce raisonnement. Et il y a aussi des gens qui habitent plus au nord de la France, ils se disent, ah ben, j'aimerais bien être professeur des écoles dans le sud. Ce qui fait que les concours dans notre académie, Marseille c'est pareil, Toulouse c'est pareil, sont plus difficiles que si vous candidatez à Créteil, à Lille, etc., ou à Poitiers, et partout. Voilà, donc c'est pour ça que, mais dans tous les cas, préparer le concours, ça se fait ici. Quand je dis ici, c'est dans la formation que vous souhaitez, mais ensuite, quand vous passez le concours, bah, vous choisissez. Alors ce que souvent font les gens, c'est qu'ils essayent la première fois dans la région de leur cœur, et s'ils échouent une première fois, bah, des fois ils se disent, bon, bah, je vais envisager donc d'être professeur des écoles autre part. Donc ça c'est pour le professorat des écoles, donc c'est un concours académique. Donc, moi je vais donner le résultat de mes étudiants qui candidatent majoritairement à Montpellier, enfin dans l'Académie de Montpellier, et donc j'ai un taux de réussite de 31%. Donc 1 sur 3 est reçu. Bon alors, quand on regarde un résultat comme ça, on peut se dire, bah, c'est pas beaucoup. 1 sur 3, il faut bien savoir que lorsqu'il y a une proposition d'embauche dans une entreprise, bah, si on est sûr d'avoir une embauche où on a une chance sur 3, c'est pas mal. Bon. Deuxième point, comme je vous l'ai dit, souvent les gens passent leur concours 2 fois. Donc ça fait que ce 30% peut devenir 60%. C'est-à-dire que bon, 30%, on considère que c'est donc un taux de réussite qui est tout à fait excellent. Bon, et ce qui se passe, c'est que nos étudiants occupent quasiment tous les postes qui sont offerts dans l'académie. Donc on ne peut pas faire plus. Et on a 100 étudiants qui réussissent dans une autre académie. Alors, évidemment, je donnerai les résultats de l'ESP de Créteil, de l'académie de Créteil. Eux, ils ont un taux de réussite qui est quasiment de 100%. Tout simplement parce que le concours dans cette académie est plus facile. Voilà, donc un concours qui est donc au niveau de la région, de l'académie, mais on peut postuler partout en France, on peut passer une fois, et une seconde fois on ne peut pas, et peut-être que quand vous arriverez, eh bien, au concours, vous pourrez candidater à plusieurs académies, ce n'est pas du tout exclu. Pour le second degré, un taux de réussite de nos étudiants de 40%. Là, à nouveau, passer un concours avec une chance sur 2 de le réussir du premier coup, c'est relativement, donc c'est très positif. Voilà, donc et là je ne parle pas des résultats dans certaines matières où là justement on manque de candidats en France, donc en maths, eh bien, on a un taux de réussite de 85%, 80% en sciences d'ingénieurs, 75% en allemand, 67% en lettres. Bon, et voilà, donc ça veut dire que il y a certaines disciplines où même le taux de réussite de nos étudiants donc, est très élevé. Voilà, donc ça pour vous dire, devenir enseignant, eh bien, c'est tout à fait possible. Et maintenant, je vais vous montrer un peu quelle voie suivre. Alors, le diplôme requis, c'est le master. La première chose qu'il faut avoir, c'est la licence. Alors, quelle licence? Commençons par le professorat des écoles. En effet, c'est peut-être là où c'est moins évident de savoir quelle licence faire pour être professeur des écoles. Ben, la réponse, ben, elle est contenue dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les 2 épreuves qui se trouvent à l'écrit du concours pour devenir professeur des écoles, c'est français et maths. Donc vous devez envisager, d'abord, vous devez ne pas être fâché avec l'une de ces 2 matières. Il ne suffit pas d'être une flèche impressionnante en mathématiques pour ne pas être fâché, mais il faut avoir donc une capacité à d'abord comprendre, ensuite transmettre les mathématiques. Et le français, c'est pareil.
D'autre part, donc il faut faire une licence. La licence, et donc ça sera ce qu'on vous dira dans d'autres exposés, c'est donc un moment important. Hélas, c'est un moment où il y a de forts taux d'échec. La première année d'université, partout en France, c'est un moment, donc finalement, relativement sélectif, puisque il y a un nombre important d'étudiants qui échouent. Donc le seul conseil que je pourrais vous donner, mais que tout enseignant pourrait vous donner, c'est de faire une licence où vous allez vous révéler. Donc si vous êtes scientifique, vous vous dites, ah, peut-être que je pourrais être professeur des écoles, faites une licence de maths, de physique, de SVT. Voilà, si vous êtes plutôt littéraire, faites donc une licence plutôt dans ce domaine-là. Il faut les faire psychologie. Voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'on vont vous proposer toutes les universités, je parle de l'académie, mais j'imagine que c'est pareil dans l'académie de Marseille par exemple, c'est que vous fassiez une licence de psychologie, une licence de maths, eh bien, on vous proposera des enseignements spécifiques qui traiteront de comment devenir enseignant. Alors, évidemment, enseignant du premier degré ou du second degré. Voilà, donc il faut faire une licence pour être professeur des écoles. Donc, vous pouvez prendre la licence que vous voulez. Par exemple, la licence de sciences de la vie et de la terre, ça conduit à des taux de réussite très élevés. Pourquoi? Parce que c'est des gens, sûrement, qui eh bien, ont un spectre, donc ça un peu rédigé, parce qu'en SVT, il faut pas mal rédiger, ils ont quand même fait des sciences, voilà. Donc, il y a toute licence peut conduire à la réussite. Donc, en pensant toujours qu'il faudra avoir un spectre large. Donc ça, c'est pour être professeur des écoles. Pour être prof de maths, là, prof de français, vous pourrez répondre tout seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une licence de maths ou de français. C'est évidemment donc évident. Alors certains se disent, oui, mais je veux faire un IUT. C'est des choses qu'on me dit quand on fait les salons des étudiants. L'IUT, évidemment, après l'IUT, vous pouvez faire une licence, un L3, c'est sûr. Mais des IUT qui vous donnent des compétences particulières en français, en maths, et bon, plus généralement dans les métiers pour devenir enseignant, c'est pas du tout l'idéal, c'est clair. C'est pas impossible, vous dire que c'est impossible, ça serait vous mentir, mais bon, la logique c'est de faire un cursus, licence, donc, et ensuite, donc, master. Donc ça c'est pour la licence. Alors ensuite, eh bien, il faut intégrer un master M1, donc première année, MEF, donc le métier d'enseignement et de la formation dont je vous ai parlé. Donc ça, généralement, il n'y a pas de sélection forte. Donc si vous avez fait votre cursus dans l'université ou dans l'académie, vous êtes pris. Donc simplement, dans le professorat des écoles, donc, comme on a 5 sites, eh bien, on répartit les étudiants sur les sites, parce que tout le monde veut aller à Montpellier, et nous, on répartit sur Nîmes, etc. sur les autres sites. Alors évidemment, quand je dis qu'il n'y a pas de sélection, c'est que si vous voulez être prof de maths, vous arrivez à une licence de chimie, on vous dira non. Voilà, mais il n'y a pas de sélection particulière donc, pour intégrer ce master. Alors ce master, il va avoir un double objectif. Il va avoir souvent cet objectif de vous compléter votre formation dans la discipline, ou les disciplines, si vous êtes professeur des écoles, français, maths et toutes les autres, mais aussi de votre capacité donc, à transmettre ce qu'on appelle la didactique, mais aussi la connaissance d'établissement. Connaître aussi les valeurs de la République, les valeurs qui font ce qu'est l'école de la République, les règles de vie dans un établissement. Donc tout ceci, c'est ce qui est proposé dans cette première année, et les jeunes donc, font un stage donc, en établissement, donc soit en école, soit en collège-lycée, au cours desquels, alors peut-être vous en avez croisé, eh bien, ils commencent par suivre le cours, écouter l'enseignant qu'ils suivent, et ensuite qu'ils remplacent, puisque l'objectif c'est justement de devenir autonome et de pouvoir apprendre à devenir enseignant, mais là toujours secondé par l'enseignant qui accueille. Alors cette année-là de M1, c'est à ce moment-là qu'il y aura le concours. Puisque pour devenir enseignant, il y a un concours. J'ai beaucoup parlé du concours devenir professeur des écoles qui était donc académique. Le concours pour devenir professeur de collège et lycée, lui, il est national. C'est-à-dire que vous passez un concours donc avec tous les candidats en France. Et
Ce concours, il a lieu en avril-mai pour l'écrit. Il y a 2 épreuves écrites. Et ensuite, il y a 2 épreuves orales pour ceux qui sont admis à l'oral. Et sur l'une de ces épreuves, eh bien, c'est une épreuve qui n'est pas du tout disciplinaire. Donc, par exemple, sur une épreuve de maths, c'est pas du tout centré sur les mathématiques, c'est sur la capacité d'être enseignant. Est-ce que sa capacité à savoir gérer une classe, à savoir aussi transmettre la valeur de laïcité donc, à ses élèves, donc toute la dimension donc, professeur qui n'est pas liée directement à la discipline. Voilà, donc ça c'est le concours. Donc évidemment, vous voyez que c'est une année de master qui est chargée, puisque vous avez un master à préparer et un concours. Et à l'issue donc de cette année, dans le meilleur des cas, si vous obtenez le master et le concours, l'année suivante, vous êtes reçu et donc vous êtes fonctionnaire stagiaire. Puisque quand on rentre dans la fonction publique, le premier statut, c'est qu'on est fonctionnaire stagiaire. Et ce qu'il se passe pour ces jeunes, c'est qu'ils seront professeurs à mi-temps en établissement et étudiants à mi-temps pour faire leur master 2, ce qu'on appelle une formation en alternance. Ça n'existe pas que dans ces métiers-là, c'est-à-dire qu'on est à la fois encore à l'université, mais aussi on est aussi donc salarié. Et donc là, pendant 1 an, eh bien, vous allez avoir ce cursus donc en alternance, où évidemment la formation qui vous est donnée vous permet de réussir le stage, que là vous êtes prof seul. Donc vous êtes en responsabilité, vous êtes peut-être des enseignants qui sont dans ce statut donc, parmi vos enseignants. Mais évidemment, et ça c'est tout au long de ce cursus, quand je dis que vous êtes seul, une erreur, parce qu'il y a toujours un enseignant tuteur, qui est un enseignant de l'établissement, qui est là pour apporter donc, des conseils, pour aussi corriger des éventuelles erreurs, parce que quand on est jeune enseignant, on fait toujours des erreurs. Donc on est toujours accompagné par un enseignant confirmé qui se trouve dans le même établissement que soi-même. Et donc ça, donc, ensuite, eh bien, on passe le M2. Si on le réussit, et ensuite, si on réussit l'examen professionnel, c'est-à-dire l'inspection, eh bien, on devient enseignant à plein temps. Donc voilà donc le déroulé. Master première année, c'est le concours. Master deuxième année, on est fonctionnaire stagiaire. Alors comme vous voyez, c'est lourd comme formation. Enfin, c'est lourd parce qu'un concours, c'est toujours quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Et donc, ce qu'il faut absolument, c'est le préparer en amont, en licence. Alors je vais quand même, avant de partir ce qu'il faut faire en licence, je vais vous dire un peu les intitulés de différents concours. Bon, professeur des écoles, j'en ai déjà parlé, le sigle c'est CRPE, concours de recrutement des professeurs des écoles. Alors ensuite, pour devenir professeur des collèges et lycées, bon, la France est un pays compliqué, donc on a plein de sigles. Donc voilà, donc historique, donc CAPES, CAPET, CAP EPS, CAP EPLP et CAP FED-EP. Alors, CAPES, c'est le concours que l'on passe pour enseigner donc, les matières qui sont enseignées en collège et lycées généraux. Maths, physique, lettres, etc. CAPET, c'est enseignement technologique. Bon, alors c'est donc, par exemple, éco-gestion, voilà, donc il y a des disciplines. Mais quand je dis que la France est un pays compliqué, c'est que bon, il n'y a pas nécessairement des frontières brutales entre CAPES, CAPET, et souvent les jeunes passent des fois à la fois plusieurs concours, et là on peut. CAP EPS, donc ça c'est, je ne sais pas pour quelle raison, l'histoire a voulu conférer un nom spécifique pour être professeur d'EPS. Donc il s'appelle CAP EPS. On va l'appeler CAPES EPS, mais il s'appelle CAP EPS. Après, CAP, donc CAPLP, donc ça c'est pour enseigner en lycée professionnel. Donc dans le lycée professionnel, la particularité c'est que vous avez des professeurs qui sont très spécialisés, par exemple boulanger, pâtissier, voilà, donc ça c'est très spécialisé sur le voie de métier. Et vous avez aussi des professeurs qui enseignent le français, les maths, etc. Alors ce qui se passe, c'est que les concours CA-PLP correspondent souvent à des champs disciplinaires larges. Donc il y a un concours pour être professeur anglais, il faut faire anglais-français, anglais-espagnol, français-histoire-géo. Ça c'est la même personne qui fait tout. Et pareil en sciences,
c'est la même personne qui fait maths, physique, chimie, et donc ce sont les concours qu'on appelle CAPLP. Et CAFEP, donc ça c'est pour enseigner donc, dans le privé. Donc pour enseigner dans le privé, eh bien, on passe le concours, mais simplement, ce sont les mêmes épreuves, mais ensuite, hein, on enseigne pas dans le privé. Et enfin, il y a un concours qui s'appelle l'agrégation, qui lui ne suit pas le schéma que je vous ai décrit, donc lui le concours, on doit le passer en M2. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agrégation? C'est un concours hein, qui est disciplinairement plus difficile que le CAPES, et qui conduit donc à des compétences qui nécessitent, pour ça qu'il nécessite un Master 2, et qui donc conduit à enseigner alors, en lycée, plus rarement en collège, hein, normalement c'est pas fait pour, mais aussi en post-bac, en BTS, en classe préparatoire, et aussi à l'université. Nous, à l'université, nous avons des professeurs agrégés, hein, c'est-à-dire des gens qui enseignent. Alors, on a des gens qui ont déjà fait une thèse, mais on a aussi des enseignants qui ont l'agrégation. Voilà, donc ça, c'est les différents concours pour devenir professeur de collège et lycée. Et enfin, il y a un concours spécifique pour devenir CPE, donc qui est aussi un concours national. Alors, les compétences à acquérir, ben, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est compétences disciplinaires, savoir transmettre, la didactique, la pédagogie, connaître le système éducatif, comment fonctionne un collège, un lycée, comment on peut orienter, donner des éléments d'orientation aux élèves. Hein, voilà. Donc, c'est toute la connaissance du système éducatif. Évidemment, un savoir-faire professionnel, et ça, il ne s'acquiert pas tout seul. Hein. Il faut évidemment faire des stages, être accompagné par un tuteur, parce que ce n'est pas un métier qui s'apprend comme aucun autre métier, mais celui-là en particulier facilement. Et enfin, 2 compétences obligatoires. Un enseignant qui est recruté aujourd'hui, ben, il va enseigner pendant 40-45 ans. Même s'il est prof de latin, il faut qu'il sache utiliser eh bien, les outils numériques hein, que ses élèves sauront utiliser. Donc ça, à l'université, on vous le proposera, et je sais qu'ici aussi, vous avez déjà passé des C2I. Donc ça, c'est une obligation. Tout enseignant doit avoir des capacités de maîtriser l'outil numérique. Pareil pour la langue étrangère. Alors, il faut savoir que le professeur des écoles, il enseigne une langue étrangère. Lui, c'est une obligation absolue. Mais il est aussi demandé à tous les professeurs de collège et lycée, dans le master, c'est même une note éliminatoire, donc de maîtriser une langue étrangère. Voilà, donc vous voyez que voilà toutes ces compétences qu'il faut acquérir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en licence pour aider la réussite en master? Bon, bah, évidemment, choisir la bonne licence. C'est ce dont je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire avoir la maîtrise des compétences disciplinaires, voire pluridisciplinaires. Si on veut être prof de physique-chimie, bah, il faut faire une formation de la physique et de la chimie. Si vous faites une licence purement de physique, bah, vous serez nécessairement très en difficulté parce que vous n'aurez pas les connaissances en chimie. Pareil en histoire-géographie. Donc c'est pour ça que je mets voire pluridisciplinaire. Deuxièmement, il faut avoir la connaissance. On va, dès la licence, vous proposer donc, des moyens pour avoir un savoir-faire professionnel. Donc, vous ferez des stages d'observation dès la licence. Et on vous apprendra aussi à transmettre et aussi donc, le fonctionnement d'une école. Et évidemment, la maîtrise d'une langue étrangère et l'outil numérique, parce que ça, c'est dans tout le cursus que cela doit se faire. Alors, ce qui existe actuellement, est-ce que ça existera dans 4-5 ans? Vous savez, la France a bien changé, les dispositifs, mais aujourd'hui ça existe. Hein, c'est justement pour encourager les jeunes à s'engager dans les métiers d'enseignement. L'État sait qu'il y a un fort besoin de recrutement d'enseignants dans les années qui viennent. Donc, le gouvernement a créé ce qu'on appelle les emplois d'avenir professeurs. Donc ça, c'est pour des étudiants de L2 ou L3, voire M1. Et donc ça correspond à un job en collège ou lycée ou école, où vous êtes recruté en L2, où là, bah, il y a le chef d'établissement, d'abord vous attribue un tuteur qui vous accompagne, et vous demande de participer donc, à la vie de l'établissement, faire du soutien, donc participer un peu, aider, donc être en soutien à l'enseignant, et petit à petit, donc avoir
un rôle plus important en L3. Donc ça correspond à une 9 heures de présence en établissement, donc c'est un job. L'idée c'était que les gens fassent plutôt un métier pour donc financer les études dans une école ou un collège-lycée plutôt qu'au McDo. Donc il y a une rémunération. Bon, simplement c'est un dispositif qui est limité aux étudiants boursiers, parce qu'il y a la volonté justement que les boursiers soient aidés à poursuivre leurs études. Donc ça c'est le dispositif qui s'appelle Emploi d'avenir professeur. Ici là, bon, des Master MEF, en effet, il y a 4 mentions. Il y a la mention premier degré, c'est pour devenir professeur des écoles. Second degré, vous pouvez deviner professeur de collège-lycée. Encadrement éducatif, ça c'est pour devenir CPE. Et la dernière, c'est une mention qui correspond plutôt à la formation des gens qui sont déjà enseignants. Donc la pratique et ingénierie de la formation. Voilà, donc l'offre académique, eh bien, vous la trouverez là dans le fascicule, que vous pourrez prendre si vous le souhaitez. Donc c'est toutes les formations qui sont proposées. Donc en région, on propose 26 spécialités pour devenir professeur de collège et lycée. Donc il y a un spectre large. Bon. Pour la formation de master, les conditions d'accès, j'en ai déjà parlé. Le contenant, je l'ai déjà dit ce qu'il y avait dedans. Bon, ce qui est important de vous dire, c'est que c'est une formation dès le début, dès la licence, le M1 et en plus sur la M2, où vous aurez des stages, des périodes de stage, avec donc toujours un tuteur et avec donc des responsabilités qui vont croître de plus en plus. C'est-à-dire l'objectif, c'est que le jour où vous passez le concours, vous ayez déjà été en responsabilité, avec un enseignant à côté, évidemment, de faire une classe. Donc, soit de premier, soit de second degré. Donc ça, c'est des stages qu'on appelle d'observation ou des stages de responsabilité. Alors, vous trouverez donc toutes les informations donc, dans ce fascicule-ci, et en particulier, vous aurez un descriptif de toutes les fiches, de tous les parcours qui sont proposés. Les spécificités. SVT, c'est un bon exemple. Dans SVT, il y a Sciences et la vie et de la Terre. Donc ça signifie que si vous voulez vous engager dans un tel métier, il faut avoir fait de la géologie pendant son cursus. Donc ensuite, les conditions d'accès. Ensuite, où cela se fait. Est-ce que ça se fait à Montpellier, à Nîmes, etc. Et ensuite, les noms des responsables que vous pouvez contacter si vous avez des questions donc, concernant ces profils. Voilà, je vous remercie.